Bienvenue à cette exploration d'un moment vraiment charnière de l'histoire japonaise. On est en 1560. Et là, imaginez un jeune seigneur, Oda Nobunaga, pas encore très connu, qui ose se dresser face à une figure dominante, Imagawa Yoshimoto. Les forces d'Exadru. Complètement déséquilibré, on se dit que c'est joué d'avance, non? Alors comment on en est arrivé là? Quelle était la situation juste à voir que tout bascule? C'est justement ce qu'on va regarder aujourd'hui. Pour cette première partie, on plonge dans le contexte qui mène à cette fameuse bataille d'Okeazama. Qui étaient ces deux hommes, au fond? Leurs ambitions? Et pourquoi cet affrontement est devenu inévitable? On va s'appuyer sur des sources d'époque, et notamment le Nobunaga Koki. C'est la chronique d'Otaguchi, un proche de Nobunaga. Il a vécu tout ça. Oui, et c'est crucial de poser ses bases, sans comprendre la situation politique, le profil des leaders, leur motivation. On passe à côté de l'essentiel de la bataille elle-même. Ces chroniques, c'est une fenêtre incroyable sur les tensions de l'époque, juste avant le grand choc. Donc l'idée, c'est de décrypter tout ça pour mieux saisir ce qui va suivre. Parfait. Alors, commençons par celui qui semble moins préparé, Oda Nobunaga. Né en 1534, c'est ça? C'est ça, 1534. Il vient de la province d'Owari. Il a grandi entre le château de Shobata et celui de Nagoya. Et son père, Oda Nobuhide. C'était quelqu'un d'influent localement, mais pas un de ces grands daimyo, hein? Non, pas du tout. Il était important, oui, mais plutôt un seigneur de second rang, un des 3 magistrats de Kiyosu, au service d'une autre branche Oda, les Oda Yamato no Kami. Il faut bien voir qu'il n'était pas au sommet de la pyramide féodale. Et ce qui est intéressant, c'est que Nobunaga hérite de la position de son père très jeune, à 17 ans, en 1551. Et quasi tout de suite, il se lance dans un truc énorme. Unifier sa province, Owari. C'était morcelé, plein de conflits. Ah oui, ça n'a pas dû être simple. Pas du tout. Ça lui a pris 8 ans. 8 ans de lutte, de manœuvres politiques. Et même en 1560, juste avant Okeazama, ce n'était pas encore complètement fini. Ça montre déjà son caractère. Indépendant, audacieux, courageux. Mais sa base de départ était limitée, quoi. Juste Owari. Et en plus, il n'était pas de la lignée principale des Oda, si j'ai bien compris. Exactement. Ce qui, au début, fragilisait encore un peu plus sa position, il a dû s'imposer. D'accord. Et face à ce jeune loup, on a Imagawa Yoshimoto, seigneur de Suruga. Là, on change de catégorie, j'imagine. Ah oui, carrément. Imagawa Yoshimoto, c'est une autre stature. Déjà, il est au cœur d'une alliance très puissante, la Triple Alliance, la Sankoko Dome, Avec qui déjà? avec Takeda Shingen de Kai et Hojo Ujiyasu de Sagami, 2 des plus gros poissons de l'Est du Japon à l'époque. Rien que ça. Ah oui, effectivement, ça pose le personnage. Et sa puissance personnelle était considérable. Il contrôlait non seulement Suruga, sa province d'origine, mais aussi Mikawa et Totomi. Niveau richesse, on estime ça à environ 700 000 koku. Le koku, c'est l'unité qui mesure la capacité à lever des troupes en gros. Donc 700 000, c'est énorme pour l'époque. D'accord. Et sans prestige? Immense. On le surnommait le premier archer de la route de la mer de l'Est, Tokai Ichi no Yumitori. C'était pas juste un titre honorifique, ça voulait dire qu'il était reconnu comme un grand chef militaire et un politicien habile. Et puis il y avait le lignage, il était lié aux Ashikaga, la famille du shogun. Même si le shogunat était faible, ça comptait. Et il était plus âgé aussi, non? Oui, 41 ans en 1560. Beaucoup plus d'expérience que Nobunaga. Il avait une aura, une autorité. Beaucoup le voyaient comme quelqu'un capable de ramener un peu d'ordre, peut-être même de jouer un rôle national. Quand on les met côte à côte, le contraste est saisissant. Les sources insistent là-dessus, et c'est logique. Il y a au moins 3 raisons pour lesquelles Nobunaga semblait n'avoir aucune chance. D'abord, le statut. Nobunaga, seigneur récent, qui galère à unir une province. Yoshimoto, daimyo établi, lignée prestigieuse, 3 provinces sous son contrôle. C'est pas le même monde. Ensuite, l'expérience. C'est flagrant. Nobunaga a 27 ans. Il est encore en train de faire ses preuves. Yoshimoto, 41 ans. C'est un vétéran, un stratège reconnu. C'est pas juste l'âge, c'est la maturité politique, quoi. Tout à fait. Et le troisième point, c'est peut-être le plus écrasant. Les forces militaires. On parle de combien déjà? 25 000 hommes pour Imagawa. C'est ça, autour de 25 000. Les chiffres varient un peu, mais c'est l'ordre de grandeur. Et Nobunaga, Difficilement plus de 4 000. Peut-être même un peu moins au début. 4 000 contre 25 000. 1 contre 6 à peu près. C'est énorme. tellement énorme que ça influençait tout le monde autour. Logiquement, les petits seigneurs du coin, ils voyaient bien de quel côté penchait la balance.
Beaucoup commençaient à prêter allégeance à Imagawa, ou au moins à ne pas se mouiller. Franchement, on se demande comment Nobunaga a pu envisager de résister. Il fallait être un peu fou, non? Vu de l'extérieur, oui. Sur le papier, c'était plié. Yoshimoto, c'était la puissance, l'ordre établi, une machine de guerre. Nobunaga, c'était l'outsider audacieux, mais terriblement vulnérable. Personne n'aurait parié sur lui à l'époque. D'accord. Mais alors, avec une armée pareille, 25 000 hommes, qu'est-ce qu'il voulait faire Yoshimoto? C'était quoi son but final? Écraser Nobunaga, c'était juste une étape, j'imagine. Ou ça veut dire quoi exactement? Littéralement, Joraku, ça veut dire monter à la capitale. La capitale, c'est Kyoto. Pour un grand seigneur de cette époque troublée, le Sengoku Jidai, faire le Joraku, c'était marcher sur Kyoto avec son armée. C'était un acte politique et symbolique très fort. Ah oui. Pour quelle raison? Plusieurs raisons, en fait. Officiellement, c'était souvent pour montrer sa loyauté au shogun Ashikaga, même si son pouvoir était, assez faible à ce moment-là. Mais plus concrètement, c'est une façon d'affirmer sa propre puissance, de se rapprocher du centre du pouvoir, d'influencer le gouvernement central. Et surtout, c'était une démonstration de force à l'échelle nationale. Réussir son jour à coup, ça vous plaçait parmi les très grands. Et il faut bien comprendre ce que Kyoto représentait. On utilise parfois le caractère Araku, loc. C'est une référence à Luoyang, l'ancienne capitale chinoise. Kyoto, fondé en 794 comme Heian-kyo, c'était le cœur du Japon depuis des siècles. C'était là que résidait l'empereur, le Tenno, figure sacrée, et c'était le siège du shogunat, le Bakufu. D'accord. Le centre névralgique. C'est ça. Avec son plan en damier, inspiré des capitales chinoises, elle abritait le palais, les administrations, les grands temples. C'était le centre politique, religieux, culturel, économique. Donc, marcher sur Kyoto, avec une armée, ce n'était pas juste une manœuvre militaire, c'était viser le cœur symbolique et politique du pays. Je comprends mieux. Donc pour Yoshimoto, ce Joraku, c'était pas juste une petite balade. C'était l'étape pour devenir potentiellement l'homme fort du Japon. Celui qui pourrait contrôler le shogunat, peut-être même unifier le pays. C'est tout à fait ça. L'ambition était immense, devenir la figure dominante. Et c'est là que, la géographie devient cruciale. Pour aller de ces terres, Suruga, vers Kyoto, il y avait un passage quasi obligé. Lequel? La province d'Owari. Ah, la province de Wari, justement celle contrôlée par Oda Nobunaga. Exactement. Awari était peut-être plus petite, moins riche, moins stable que les domaines d'Imagawa, mais elle était pile sur la route de Kyoto. Et Nobunaga, malgré son infériorité écrasante, il refusait de se soumettre, de le laisser passer. Catégoriquement. Il refusait de s'incliner, de laisser cette énorme armée traverser ses terres sans rien dire. Il se posait en obstacle direct sur la route de l'ambition de Yoshimoto. Un sacré caillou dans sa chaussure, ou plutôt dans sa sandale de guerre. C'est un peu ça, oui. Et c'est ce refus obstiné de Nobunaga qui rend le conflit inévitable. La logique aurait voulu qu'il cède, mais non. C'est vraiment la collision entre l'ambition établie de Yoshimoto, qui vise le sommet, et l'ambition émergente de Nobunaga, qui défend son précaré et refuse de plier. Et tout ça sur un point stratégique clé. L'affrontement devenait inéluctable. On se rapproche du moment M, la veille de la bataille, le 18 mai 1560. L'ambiance devait être tendue, c'est peu dire. L'armée d'Imagawa est là, tout près. Et Nobunaga, il fait quoi? Apparemment, il prend une décision assez surprenante, non? D'après Otagiuchi. Oui, c'est assez étonnant. Il renvoie la plupart de ses hommes chez eux pour la nuit. Ah bon? Pourquoi? Les historiens pensent qu'il se méfiait, peut-être de traîtres parmi ses vassaux. Il préférait sans doute garder un noyau dur, très loyal près de lui cette nuit-là. Et Otagiuchi nous raconte une scène incroyable. Nobunaga, resté quasiment seul dans son château de Kiyosu, il se met à danser et à chanter une pièce de théâtre No. Il danse? La veille d'une bataille perdue d'avance? Oui, il interprète un passage célèbre de la pièce Atsumori. Ça parle de la brièveté de la vie. Les vers sont très connus. La vie d'un homme ne dure que 50 ans. Comparée à celle du ciel, ce n'est qu'un rêve, une illusion. Ningen gojunen, geten no uchi o kurabereba, yume maboroshi no gotoku nari. Quelle image! Un chef de guerre qui danse sur la fugacité de l'existence juste avant de jouer sa vie et son avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du calme face au danger? Une préparation mentale? L'acceptation du destin?
Difficile de savoir exactement, mais ça montre un personnage complexe, capable d'une certaine introspection, peut-être d'un détachement assez incroyable face à une situation qui semblait désespérée. Ça renforce l'image de ce leader hors norme. Bon, récapitulons avant de s'arrêter pour aujourd'hui. D'un côté, on a Imagawa Yoshimoto, puissant, riche, allié redoutable, avec une armée immense de 25 000 hommes. Son but? Kyoto, le Joraku, pour devenir le maître du Japon. De l'autre, Oda Nobunaga, jeune, 27 ans, seigneur d'une province clé, Owari, mais pas encore totalement unifiée. Et surtout, il refuse de céder, malgré ses 4000 hommes, à tout casser. Le déséquilibre est total. Personne, ou presque, ne donne chair de la peau de Nobunaga. Le décor est planté pour ce qui ressemble à une exécution militaire. Et c'est là, sur cette tension extrême, qu'on va faire une pause. Parce que la suite, c'est la journée du 19 mai 1560, le 12e jour du 5e mois de l'ère Heiroko III, pour être précis. Comment Nobunaga, avec si peu d'hommes, a-t-il pu ne serait-ce qu'imaginer affronter cette marée humaine? Comment s'est déroulée cette bataille d'Okeazama qui va devenir légendaire? Et surtout, quelles conséquences incroyables ça va avoir, immédiates et à long terme. Pour Nobunaga, bien sûr, mais pour tout le Japon, parce que c'est vraiment là que commence son ascension fulgurante vers l'unification. On en parlera la prochaine fois. Oui, le suspense est total. Tout semble jouer contre Nobunaga. La logique, les chiffres, le statut, l'expérience, tout indique une défaite certaine. La prochaine fois, on verra comment l'improbable, le quasi-impossible, a pu se produire. D'ici là, on peut peut-être réfléchir à ça. Face à des obstacles qui semblent insurmontables, où se situe la limite entre le courage et l'inconscience? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à tenir bon quand tout dit d'abandonner? C'est une question qui va bien au-delà du Japon du XVIe siècle, non? Rendez-vous très bientôt pour découvrir la suite de cette histoire incroyable.